Bonjour à tous et merci beaucoup d'être avec nous sur Média TV dans On se dit tout. On commence bien sûr, comme tous les jours, par l'aliment de la semaine. Et aujourd'hui, place à un légume péruvien adopté par tous, c'est la pomme de terre. Au boulot ensuite pour parler de leadership au féminin. Notre femme inspirante est une vraie leader. La directrice générale de Technopark, Lamia Belmakhlouf, est avec nous. Et puis ensuite, leader ou pas, s'il y a une addiction difficile à dépasser, c'est bien le tabagisme. Mais avec un bon accompagnement, tout le processus est bien plus simple. Et bien, c'est ce que nous allons essayer de vous expliquer dans un petit moment. Bienvenue à vous, merci d'avoir choisi Média TV. À tout de suite, on démarre. Merci à vous d'être avec nous sur Média TV dans On se dit tout. Sbah Nour, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir une nouvelle fois dans l'émission et c'est un plaisir pour moi de recevoir une belle palette féminine. Alors, il y a des vraies femmes leaders aujourd'hui, des vrais chefs d'entreprise. Il y a notre femme inspirante, elle s'appelle Lamia Belmakhlouf, c'est la directrice générale de Technopark. Bonjour Lalla, marhaba, merci d'être là. Bonjour Yasmine. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est pour moi. Alors, on va parler aussi de leadership féminin et ce n'est pas pour rien que vous êtes toutes les deux d'ailleurs sur ce plateau, vous Lamia Belmakhlouf, mais aussi vous Jiha Labi, vous êtes directrice de Coaching Lab Academy. Avec vous, cette question, y a-t-il un vrai leadership au féminin? Je pense que vous allez pouvoir être nombreuses à y répondre et également vous, docteur Iman Kandili, pour ce sujet sur l'addiction au tabac, comment s'en débarrasser, mais également pour cette histoire de leadership. Vous êtes psychiatre, addictologue, vice-présidente du Centre africain de recherche en santé. Merci beaucoup mesdames d'être là. On commence par quoi? Par un truc complètement différent tous les samedis matins. On commence par l'aliment de la semaine. C'est une petite capsule qui est préparée par nos équipes pour nous mettre l'eau à la bouche. Alors, miam, miam, miam. Aujourd'hui, c'est la pomme de terre. Moi, j'ai découvert que c'était originaire du Pérou. Je ne savais pas du tout que c'était Adam, mais il y a encore beaucoup d'autres choses à savoir. Je vous invite à regarder. Après, on revient pour préparer une bonne petite recette. Non, je rigole. On regarde. Nos bambins n'auraient jamais connu le goût tant apprécié des frites sans Christophe Colomb et ses conquistadors. Originaire du Pérou et cultivée depuis plus de 8000 ans par les Amérindiens, la pomme de terre a eu du mal à s'imposer dans l'ancien monde. Il faudra attendre la guerre et la famine, et surtout le remarquable travail de chercheurs tels qu'Antoine Parmentier, à qui l'on doit le fameux hachis, et qui fut le premier à reconnaître les avantages alimentaires de la pomme de terre pour que ce tubercule puisse enfin conquérir nos assiettes. Elle est disponible toute l'année et il existe plus de 10 000 variétés. Mais seulement 4 sont cultivées au Maroc. Les pommes de terre Spunta, Nicolas, Désiré et Diamant. Ce n'est un secret pour personne. La pomme de terre est riche en vitamine C, en potassium et en magnésium. Elle couvre en grande partie nos besoins quotidiens en vitamines et en minéraux. Les antioxydants et les fibres qu'elle contient font d'elle un allié de taille pour notre santé. Elle contient surtout de la lysine, un acide aminé essentiel qui contribue entre autres à la croissance des os. Pour les sportifs, la pomme de terre est un mets de choix souvent oublié des habitudes alimentaires de nos champions. Elle contient des glucides complexes qui fournissent une énergie durable à l'organisme et soutiennent l'effort physique. Qu'elle soit sautée, cuite, au four, en purée, en velouté ou encore en accompagnement de viande ou de volaille, ou servie comme ingrédient principal d'un tagine, la pomme de terre ravira les papilles des grands et des petits. Vous l'aurez donc compris, manger des patates, ça donne la frite. Alors, je disais tout à l'heure, on va se retrouver pour une recette parce qu'en général, quand on a une émission et surtout beaucoup de femmes autour, on pense forcément à une recette de cuisine. Mais ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Mais par contre, si vous avez une petite proposition, ça vous fait rire, Jeanne. Une proposition pour... J'adore les pommes de terre. C'est vrai? Votre recette préférée de pommes de terre? Gratin. C'est le gratin. Oh, oui. Crème fraîche, béchamel, fromage. Avec un peu de viande hachée. Bon, hein. C'est bon et c'est vrai, c'est doux en hiver. C'est chaud, oui. Ça réchauffe. Ça réchauffe. Jeanne, pardon. Lamia Belmakhlouf, vous êtes directrice générale de Technopark, mais vous êtes aussi une femme accomplie, une maman. La cuisine, vous connaissez? Je connais très bien, mais je pratique moins. Une recette de pommes de terre? Des frites au quotidien pour les enfants. C'est super. Bon, pour côté santé, c'est pas top, mais c'est vrai que pour le palais, c'est bon. Iman Kandili, pommes de terre, pas pommes de terre? Une purée à la Robuchon.
Oui. Oui, Alors, toujours. pourquoi pas. Donc, frites, gratins, purées, c'est, on va dire, à toutes les sauces. On travaille un petit peu? Yep. C'est bon, on a bien mangé. Maintenant, la digestion va se faire un petit peu difficilement avec vous, Jihad Labib, directrice de Coaching Lab Academy. Alors, on va parler de leadership au féminin. On va dire que c'est la grande question de ce 21e siècle et de ce début d'année 2019. Y a-t-il un leadership au féminin? Est-ce que la question est crédible en soi ou pas? En tout cas, nos équipes sont allées rencontrer différentes personnes à l'extérieur, hommes et femmes. On va voir ce qu'ils en pensent et on revient pour en parler. À tout de suite. Je trouve que les dames sont capables de faire ne serait-ce la même chose que pour nous, mais mieux. Moi, je pense que pas besoin de vouloir jauger qui fait mieux, mais c'est le résultat escompté. Si l'autre l'amène, peu importe que ce soit une femme ou que ce soit un homme. À mon avis, il n'existe pas une façon typiquement féminine ou particulièrement masculine pour diriger. Chacun a sa façon de s'exprimer, a sa façon de voir les choses et a sa façon de gérer les choses. Alors le leadership féminin existe effectivement et je trouve que ça fait du bien aux sociétés car les femmes sont beaucoup plus sérieuses que les hommes. Et le leadership féminin est en pleine évolution et on est en train de voir de plus en plus de femmes qui gèrent des équipes, des entreprises et qui le maîtrisent très bien. Donc voilà, en fait, les avis sont assez différents. Les hommes pensent qu'il y a un véritable leadership féminin. La majorité des femmes rencontrées pensent qu'il n'y a pas une véritable spécificité à la femme. Est-ce qu'il y a, selon vous, un leadership genre ? Ou ça reste finalement propre à chaque individu, que l'on soit un homme ou une femme? Alors, en fait, avant de parler de leadership au féminin, donc le leadership en général, qu'est-ce qu'il va faire d'un être humain, d'un individu, un leader? C'est d'abord qu'il va, donc, to take the lead, c'est-à-dire qu'il va mener, diriger des personnes, un groupe de personnes vers quelque chose. Il est visionnaire, ou elle, donc le leader visionnaire, expert, reconnu en tant qu'expert, et il est inspirant. Donc ça veut dire qu'il va inspirer un certain nombre de personnes vers quelque chose pour aboutir et pour réaliser une vision. Ça, c'est en général, que ce soit femme ou homme. Maintenant, cette thématique de leadership au féminin, elle a évolué dans le temps ces dernières années parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont accédé à des postes de pouvoir de numéro 1 dans des organisations donc, internationales et entreprises. Et de ce fait, elle est en train d'évoluer comme dans tous les systèmes parce que nous vivons aussi dans un environnement qui est complexe. Donc il y a une évolution de cette notion d'une manière très agile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train d'intégrer des éléments à ce leadership féminin. Concrètement, il y a une dizaine d'années... Est-ce que c'est légitime de parler de leadership féminin? Est-ce qu'on n'est pas en train d'instaurer, le fait même d'aborder ce sujet, de poser la question comme ça, est-ce qu'on n'est pas en train d'instaurer un clivage homme-femme? Tout à fait. C'est pour ça qu'au départ, il y avait cette notion de genre. Il y a beaucoup de militantisme par rapport à la notion de genre et qui aujourd'hui est en train de ne plus trouver sa raison d'être parce qu'il y a eu effectivement donc, on va dire le droit à l'équité et les femmes sont de plus en plus présentes sur le terrain du travail. Maintenant, en termes, on va dire, philosophiques, oui. On va dire... approche genre, homme-femme, ça veut dire que ce n'est pas la même chose, qu'il n'y a plus d'équilibre. Mais la réalité, elle est par exemple en 2018, sur les top 500 entreprises donc les plus riches et les plus reconnues dans le monde, il y a moins de 20% de femmes dans les boards. Il y a 4,5 de CIO femmes. Donc ça, c'est la réalité. Ça, c'est une question de parité, mais ce n'est pas une question de leadership. On revient, donc le leadership, donc on a dit il y a des piliers. Qu'est-ce qui a été remarqué selon les études qui sont menées aux États-Unis et en Europe, pas encore au Maroc, on s'y intéresse. On a remarqué que quand une femme est CIO et numéro 1, elle a des ingrédients qui sont spécifiques à elle. Okay. Ces ingrédients, on va les retrouver même en anthropologie, donc la femme qui est leader de foyer, donc la maman, leader dans des tribus, il y a eu beaucoup de tribus matriarcales et qui ont été, où on a observé ces qualités qui sont l'intelligence émotionnelle, aujourd'hui on en parle, l'intelligence relationnelle, l'empathie, et aujourd'hui on est en train d'intégrer ces
ces ingrédients managériaux à une pratique de leadership, que ce soit féminin ou masculin. Aujourd'hui, il y a des patrons hommes qu'on accompagne pour développer leur intelligence émotionnelle, pour intégrer, mettre en pratique cette dimension d'être empathique. Être empathique, ça ne veut pas dire seulement je vais me mettre à la place de l'autre et je vais oublier la performance, mais ça veut dire que je vais intégrer de nouveaux paramètres à ma façon de gérer, à ma façon de driver. Pardon de vous interrompre, on parle plus de compétences propres aux femmes que de leadership féminin. Pour être un leader, vous l'avez dit, il faut amener ses équipes vers un objectif. Oui. Il faut être un modèle, il faut inspirer. Et ça, que l'on soit un homme ou une femme, il n'y a pas de recette miracle. Mais par contre, la spécificité de la femme leader, c'est ces intelligences qu'elle a par la biologie, par la nature. Tout à fait. Et maintenant, comme je dis que c'est un concept qui est en train de bouger, par exemple, il y a, on va dire, début des années 80, on remarquait des femmes leaders hommes. Elles vont s'approprier des qualités d'hommes en termes d'une assertivité, on va dire, pointue. Elles vont même faire la comme posture, les hommes pour réussir. Faire comme les hommes pour réussir, pour avoir le poste de numéro 1. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de témoignages de part de femmes, donc patronnes de L'Oréal et d'écrivains aussi qui ont écrit sur ce sujet. Je pense à Françoise Duquette, qui a écrit un très beau livre à ce sujet et qui dit que et c'est vrai, aujourd'hui même, les patrons, quand il y a un board d'hommes, me disent j'aimerais bien recruter une femme pour adoucir l'ambiance. Il y a beaucoup on va dire, d'éléments hommes, donc c'est aussi des égos. Et le fait d'avoir une directrice membre du comité de direction, elle va apporter sa façon de faire qui est différente. Et aujourd'hui, nos femmes leaders sont très féminines. Il y a quelques années, vous l'avez dit, la femme adoptait même l'attitude, l'habit masculin. Aujourd'hui, on a justement une directrice générale qu'on va retrouver dans un petit moment qui est extrêmement féminine. Justement, je vous pose la question, Lamia Belmkhlouf, il y a des ingrédients propres au leader féminin, selon vous? Quelques ingrédients, enfin, quelques différences. Peut-être je citerai la résilience et l'empathie, qui sont propres à la femme. C'est ça. Ça reste des compétences propres à la femme. On a des questions pour vous de la part des téléspectateurs, Jihan. Oui. Alors, on a Hakima qui a 31 ans qui vous dit, y a-t-il vraiment une égalité homme-femme sur le plan professionnel? Alors, égalité, est-ce que ça veut dire qu'il y a autant de femmes qui accèdent à des postes que les hommes? Ou bien est-ce qu'ils ont le même salaire que les hommes? Je crois que pour tout ça, il y a un décalage, en fait, que ce soit pour le salaire, pour... En fait, en termes de loi, au Maroc, en tous les cas, il n'y a pas de spécificité. C'est-à-dire qu'en tous les cas, pour le même poste, les salaires ne sont pas différents si c'est une femme ou un homme, contrairement à l'étranger. Ça dépend de la négociation quand c'est du privé. Pour un poste en public, c'est le même salaire. Ce n'est jamais spécifié dans n'importe quelle fiche de poste. Si c'est femme, c'est un salaire. Si c'est homme, c'est un salaire. Donc ça, c'est ce qu'il y a sur le terrain. Maintenant, est-ce que les femmes vont oser négocier jusqu'à quelle limite le salaire ou pas, quand c'est du privé? Et du coup... On a cette impression que pour le même poste, le salaire octroyé n'est pas le même. Mais en tous les cas, dans le domaine privé, ça dépend de la négociation du contrat. Mais en même temps, si vous permettez, lorsqu'on met une femme à la tête d'une structure, lorsqu'une femme est nommée patronne d'une boîte, va être mis en avant également sa condition de femme. Ensuite, pour la communication à travers sa nomination. Lorsqu'un homme est nommé, on met en avant ses compétences. Lorsqu'une femme est nommée, on met en avant sa condition de femme, sa situation de femme et ses compétences. Ça dépend vraiment des entreprises et des cultures d'entreprise. Il y a des entreprises où vraiment l'ascension de la femme, oui, parce que le N+1, c'est des choses que personnellement j'ai entendues. C'est une femme, elle va sortir en congé de maternité, il y aura un retard, etc. Il y a d'autres entreprises où pas du tout, on ne va pas du tout mentionner le fait qu'elle soit une femme. C'est pour ça qu'elle ne va pas ou va accéder à un poste. Ça dépend vraiment de la maturité de l'entreprise et de cette culture qui est derrière le top management. J'aime bien la maturité de l'entreprise, oui. C'est bien, c'est très bien. Alors, nous avons une autre question pour vous. C'est une jeune femme qui vous dit, Lamia, en quoi le leadership au féminin diffère de celui au masculin, si différence il y a?
Lamia ou Jihan? Parce que là, tu as dit... La jeune femme s'appelle Lamia, d'accord, mais la ok. question est pour Jihan. D'accord. Alors, s'il y a une différence de style? Alors, la question, c'est en quoi le leadership au féminin diffère de celui au masculin? Si différence il y a, est-ce qu'il y a une différence? Oui, alors on a dit le leadership au féminin, ce qui a été, là on est encore en train d'aller vers on va dire une homogénéisation. Il y a cet aspect donc une vue globale, la vue 360 qui est beaucoup plus on va dire riche. Elle va fédérer différemment. Donc, elle va amener les gens à faire un travail différemment. Il y a cette notion d'inspiration, elle va inspirer différemment aussi. Parce que ce qui est remarqué aussi, c'est que quand c'est un manager ou un leader qui est homme, il y a moins d'empathie ou il y a cette incompréhension. C'est un travail, ça devrait être fait. Il ne comprend pas facilement qu'il y a cette attente, cette reconnaissance à avoir, à donner aux collaborateurs. Alors que la femme, par sa condition, sa nature, elle va être dans cette reconnaissance. Elle va reconnaître, elle va remercier. Naturellement. Naturellement. Ce n'est pas quelque chose qu'elle va apprendre. Comme Les gens l'homme. apprécient, vous qui êtes sur le terrain Oui. souvent, les gens apprécient de travailler avec une femme, Il y a deux dirigée types. par une femme. Deux profils de personnes. Il y a des personnes qui vont apprécier quand elles vont venir et elles vont trouver la femme, elle est là. La difficulté se trouve quand la femme, elle est membre de l'équipe, elle va devenir chef. Elle va devenir numéro 1. Là, il y a cette difficulté. Oui, on peut rencontrer des hommes qui ont des difficultés pour comment ça se fait que je vais être dirigée par une femme. Il y a cette difficulté qu'on travaille aussi en coaching d'équipe pour travailler sur la cohésion, le partage de la vision et la communication entre les membres pour fédérer effectivement tout le monde et Mais lever c'est ces propre à barrières. une société maghrébine, marocaine, ou selon votre expérience, même en Europe, il y a encore cette gêne à être dirigée par une femme? Pas du même degré. Pas du même degré. Dans les communautés, on va dire des cultures occidentales, pas de la même façon. Moyen-Orient, en tous les cas, j'étais aux Émirats Arabes Unis et du coup, c'est particulier. On trouve 50% de femmes dans les postes de responsabilité. J'étais agréablement surprise par ce taux de présence des femmes dans ces postes-là. Au contraire, donc là, je trouvais qu'il y a eu beaucoup de motivation et les poussées pour ces postes-là. Au Maroc, work in progress, comme on dit. À Casablanca, Rabat, c'est pas la même chose. Dans les autres villes aussi, ça reste différent. Voilà. En tout cas, on va essayer de voir tout ça sur le terrain et en pratique avec vous, Lamia Belmkhlouf. Vous êtes DG, directrice générale de Technopark et vous êtes notre femme inspirante de cette semaine. On vous retrouve juste après une courte pause. Je remercie Jihan Labib. On continue l'émission ensemble, Jihan. Merci beaucoup pour ce décryptage. Donc, vous l'avez compris, une petite page de publicité. On revient tout de suite. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir et de continuer cette émission avec vous et avec mon plateau de femmes, différentes expertes. Jihan Labib, directrice de Coaching Lab Academy. Nous avons parlé de leadership au féminin avec vous et on s'est posé cette question, y a-t-il un leadership propre à la femme? Iman Kandili, vous êtes psychiatre addictologue, vice-présidente du Centre africain de recherche en santé. On parlera avec vous de sevrage tabagique dans un petit moment. C'est très important de se faire aider, de se faire accompagner pour arrêter de fumer. Et puis là, tout de suite, c'est l'heure de la femme inspirante de la semaine. Et vous êtes en effet très inspirante, Lamia Belmkhlouf. Vous êtes directrice générale de Technopark. Merci beaucoup d'être là. C'est un plaisir de vous recevoir, madame. Le plaisir est pour moi. Alors, vous êtes un petit peu retrouvée dans ce que développait il y a quelques instants, Jihan, par rapport au leadership au féminin? Effectivement. Ce que je peux ajouter, c'est que, en tout cas, pour ce qui est de ma personne, le leadership était quelque chose de naturel. Je ne sais pas si c'est mes traits de caractère et mes compétences relationnelles qui m'ont aidée aujourd'hui à fédérer, à manager des équipes, franchement sans obstacle particulier. Mais aussi, j'ai été inspirée par des hommes, mes prédécesseurs qui m'ont fait confiance, qui me déléguaient beaucoup de tâches importantes, à fort enjeu, et donc qui m'ont lancée dans le bain très tôt, même si je n'avais pas d'expérience probante à l'époque. Alors, on va essayer de découvrir qui vous êtes, qui est la jeune femme derrière la directrice générale, à travers un portrait réalisé par nos équipes. Et on revient pour continuer la discussion. On regarde.
Lamia Benkhlouf, femme marocaine active, mère de 2 enfants et directrice générale du Technopark. Je suis un pur produit du système éducatif marocain et fière de l'être. J'ai un diplôme d'études supérieures approfondies en finance des marchés que j'ai obtenu en 2001 à la faculté Mohamed V de Rabat. J'ai postulé dans plusieurs institutions financières qui ne m'ont pas répondu et en même temps, j'ai été sollicitée par le Technopark pour passer un entretien. Bon, je me suis dit pourquoi pas, même si ce n'était pas mon objectif, j'ai été retenue. Et je me suis dit, bon, c'est vraiment pas ce que je veux, mais pour intégrer au moins le marché du travail, j'y passerai au moins 6 mois, 1 an, et après je chercherai ailleurs. Et j'y suis encore. Et j'ai fait un parcours de 17 ans, alhamdoulilah. Et aujourd'hui, je suis directrice générale, donc j'ai beaucoup appris. 17 ans, mais aucun jour ne ressemble à l'autre. C'est une belle communauté, c'est des échanges interactifs entre les personnes, des jeunes, des moins jeunes. Et c'est quelque chose qui me ressource tous les jours et qui me motive à venir chaque matin apporter encore un plus. Une journée type au Technopark, c'est 9 à 10 heures de travail continu. C'est toujours très agréable, donc je travaille en parfaite collaboration avec mes équipes sur plusieurs projets. J'aime ce que je fais, je suis très passionnée par le monde de l'entrepreneuriat, des startups, de l'accompagnement. Mais bien sûr, je sais m'arrêter parce que de l'autre côté, il y a ma vie privée, il y a mes enfants, ma famille, et puis il y a moi, parce que je me dois aussi du temps précieux. Et donc j'ai des loisirs. J'aime le sport, ça me permet de me ressourcer et puis physiquement d'être bien, d'être en bonne santé pour pouvoir continuer tout ce que je fais. D'autres loisirs, j'aime voyager, découvrir. J'aime la musique, ça m'emporte et ça me fait rêver. On me demande souvent la question suivante, Lamia, comment tu fais pour allier ta vie perso et ta vie professionnelle ? J'arrive à le faire en dessinant mon petit camembert que je partage entre ce que je dois faire, mes engagements professionnels, ce que j'aimerais faire avec ma famille et le temps que je pourrais aussi me consacrer pour me ressourcer. Et donc j'arrive à trouver un équilibre. Ce n'est pas toujours l'équilibre parfait, mais c'est un équilibre qui est quand même pérenne et donner donc ce qu'il faut pour mon travail, ce qu'il faut pour mes enfants, ce qu'il faut pour moi, pour ma formation, pour mon inspiration et ce qu'il faut aussi pour les autres parce que j'aime être en communauté. Si j'ai un conseil à donner aux femmes, c'est le suivant. Chassez vos croyances limitantes et croyez en vous. On a besoin de vous. Et merci beaucoup d'être avec nous, Lamia, merci. Alors, la question que se pose, j'imagine, aux téléspectateurs, et vous l'avez dit, il y a 17 ans, vous avez franchi la porte de Technopark presque à contre-cœur et vous y êtes toujours. Pourquoi vous êtes restée ? Parce que ça me passionne et ça m'a passionnée dès le premier jour. Et là, le message que je veux donner, c'est qu'il ne faut jamais dire non. Il faut tenter, il faut expérimenter et laisser votre inspiration vous transporter. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, jour après jour, déjà, j'ai commencé par un challenge. Donc, une fois que j'ai intégré le Technopark, lors de l'entretien d'embauche, celui où je me suis dit, bon allez, ça c'est un entretien et puis c'est tout, basta, je vais ressortir, je vais faire autre chose. Lors de l'entretien, on m'a challengée et c'est pour ça que j'ai accepté le poste. Et je me rappelle, j'avais 26 ans et on me dit, notre expert comptable a fait plein d'erreurs, nous avons besoin de quelqu'un pour corriger ces erreurs et internaliser le département financier et donc le créer. Et j'avais 26 ans, je n'avais pas d'expérience et c'était ça en fait le coup de cœur. J'ai dit oui, ça m'intéresse. Ils me font confiance. Voilà, et j'y vais, je me lance. Et le premier jour, je vous assure, j'ai mis mes livres de comptabilité et de finance devant moi parce que, comme je vous ai dit, j'ai fait de la finance de marché et là, on me demande de commencer from the scratch, c'est-à-dire démarrer un département, recruter, gérer des équipes, chose que je ne savais pas faire, mais je ne me suis pas dit non, j'ai osé. Et puis voilà, c'est en commençant à oser qu'on va encore plus loin jour après jour. Et bien sûr, il faut être épaulé, il faut écouter les autres et se donner toute la chance pour se développer. Alors, vous l'avez dit aussi, vous êtes un pur produit du système d'éducation nationale. Vous êtes lauréate de la faculté. Et aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce qui a fait la différence à ce moment-là par rapport à votre personne, à votre profil? Parce que beaucoup de jeunes qui nous regardent peut-être
ne croient pas en le système d'éducation nationale, dans le système de l'État. Ouais. Ben, écoutez, moi j'ai eu mon diplôme en 2000-2001. Donc à l'époque, il n'y avait pas il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les formations en ligne, on n'avait pas l'accès à l'information d'une manière aussi fluide que c'est aujourd'hui. Et pourtant, moi, en tant que personne, je m'armais, je lisais beaucoup, je bouquinais, j'étais curieuse, j'étais aussi très sérieuse, j'assistais à tous mes cours. C'est important de le dire, vous le dites avec le sourire, mais c'est peut-être aussi ça la clé, c'est assister à tous ces cours. Exactement, j'assistais, je préparais. Et en fait, tous ces ingrédients-là m'ont permis de réussir. Et je ne vous cache pas qu'à la dernière année de mon DESA, ben voilà, j'étais déjà mariée et je suis tombée enceinte et j'ai accouché. Et pendant ce temps-là, je passais aussi mes examens et je devais soutenir. Donc, pas de limite. Il faut avoir cette force volonté et cette résilience dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que cette résilience, je ne l'ai pas apprise, elle est en moi. Je l'ai développée encore plus et ça m'a aidée toujours à réaliser les objectifs que je me suis donnés. Toujours. La maîtrise des langues aussi, c'est important? Je ne vous cache pas, moi je ne maîtrise pas toutes les langues. Oui, mais vous maîtrisez... J'ai appris à les maîtriser. L'anglais, parce que voilà, aujourd'hui c'est une obligation, mais ce que je remarque aujourd'hui, c'est que nos étudiantes à la fac, elles ont une maîtrise parfaite de l'anglais. Je suis vraiment impressionnée par leur niveau d'anglais. Et oui, la maîtrise de l'anglais, la maîtrise des outils technologiques, c'est très important. Et le développement personnel, faire un travail sur soi. Se faire coacher quand on sait qu'on a quelques croyances limitantes, il faut se faire coacher. Je l'ai fait moi-même à un certain moment. J'avais beaucoup de difficultés à dire non. Donc j'étais toujours dans l'acceptation, ce qui m'impactait négativement. Collaborateurs? Oui, tout à fait. C'est dans le domaine professionnel que je disais jamais non. Oui, oui, oui. Donc j'étais là pour embrasser toutes les propositions. Parce que c'est des choses qui me faisaient plaisir, mais en même temps, ça m'impactait négativement, donc c'est pas possible. Donc je me suis fait coacher pour apprendre à dire non ou pour chercher des autres alternatives au oui. Donc aujourd'hui, avant de dire oui, je me pose la question, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que ça peut attendre? Et est-ce que je peux dire non, in fine? Alors vous l'avez dit aussi dans le reportage, vous avez dit je sais m'arrêter. Aujourd'hui, je sais m'arrêter. Est-ce que vous pensez que finalement, c'est une question qu'on va plus se poser à une femme qu'à un homme? Est-ce qu'on demande à un homme s'il sait s'arrêter ou pas? Est-ce que finalement, c'est aussi parce qu'on a une femme, qu'on attend de la femme qu'elle soit bien sûr efficace dans son milieu professionnel, mais aussi chez elle, qu'elle n'oublie pas qu'elle est mère, qu'elle n'oublie pas qu'elle est épouse, qu'elle n'oublie pas toutes ces choses-là. Et donc, on attend d'elle qu'elle sache s'arrêter au bon moment. Ça, c'est purement culturel. On attend beaucoup de la femme et on veut qu'elle soit efficace dans tous les rôles qu'elle a à jouer, donc que ce soit au niveau de son travail, que ce soit au niveau famille, que ce soit avec son mari. Et donc, c'est là où je me dis, l'intelligence qu'on doit développer, nous les femmes, c'est de voir en fait comment gérer notre temps. Notre temps, il est précieux, je l'ai dit dans le reportage. Comment bien le répartir. Donc la gestion de temps aujourd'hui, elle est plus, je crois, elle doit être plus dirigée vers les femmes que vers les hommes. Les hommes savent s'arrêter. Et on leur reproche rien. Rien du tout, c'est vrai. D'accord. Les femmes ne savent pas s'arrêter et on leur reproche beaucoup de choses. C'est ça. En préparant l'émission, j'ai discuté avec des personnes proches de vous et on m'a dit, Lamia a 2 garçons justement et elle a toujours été très très proche de ses enfants. Elle n'a jamais voulu les occuper uniquement par tout ce qui est nouvelle technologie. Elle a beaucoup joué avec eux, très proche d'eux, beaucoup dans la découverte. Comment on fait? Je me permets de vous poser la question, mais comment vous faites? Je crois que si vous posez cette question à toute mère, elle va te dire mes bijoux. L'objectif dans ma vie, c'est que mes enfants réussissent. Et la réussite, c'est pas juste au niveau des études. La réussite, c'est d'abord l'épanouissement de l'enfant. Donc moi, mes enfants, oui, je les ai éduqués, oui, je les inspire jusqu'à aujourd'hui, mais je les laisse aussi faire leurs choix. Comme moi, mes parents m'ont laissé faire mes choix. Pas comme je voulais, mais oui. en tout cas, il y avait cette croyance et cette volonté de laisser les enfants faire leur choix. Et donc, c'est ce que j'ai transmis aussi à mes enfants. Les enfants, oui, il faut leur donner de notre temps. Et jouer avec eux. On culpabilise un peu comme mère quand on n'est pas trop présente.
C'est plutôt qualitatif ou En quantitatif? en tout cas, quand je n'étais pas présente, il y avait mes parents qui étaient présents. Donc, mes enfants ont toujours été entourés, ont toujours été suivis. Beaucoup d'activités parascolaires, beaucoup de suivi aussi au niveau de leur étude. Je suis une maman aussi exigeante au niveau des études. Mais au niveau de leur choix pour l'avenir, ben, je les laisse faire leur choix. Donc mon aîné, c'est vrai qu'il m'a dit, moi je veux faire comme mes oncles. Ils ont fait l'informatique, ils ont fait l'ingénierie. Mais il ne s'est pas retrouvé dans ça. Et donc je lui dis, bon, il était déçu. Je lui dis, non, c'est une expérience. Tu sais maintenant ce que tu veux et tu vas faire un meilleur choix. Et donc, je suis très contente que tu aies fait cette expérience. Il ne faut jamais regretter. Ce n'est pas un échec. Non, ce n'est pas contraire. un échec, c'est une expérience. Il en a appris beaucoup. Alors, une petite question pour elle, Jihan? En fait, s'il y avait quelque chose, on va dire comme l'ingrédient magique, la recette magique de Lamia, de leadership de Lamia. Le sourire, son sourire. Le sourire et la crédibilité. Je ne demande pas à mes équipes de faire des choses que moi, je n'ai pas pu faire. Donc, j'aime bien le concret et manager par l'exemple. Et aussi, mon type de management, c'est un management participatif, donc pas du tout autoritaire. Donc, tout le monde est intégré dans la vision de ce que je veux faire du Technopark et tout le monde connaît bien ce qu'il doit faire. Je délègue, je fais confiance et je suis plus axée résultat. Et j'encourage beaucoup la créativité, l'innovation dans notre manière de travailler. Je ne parle pas d'innovation produit ou une innovation dans notre manière de travailler. Je n'exige de personne de faire comme moi ou comme moi j'ai fait auparavant. Et je crois beaucoup en l'intelligence collective. Voilà. Iman Kandili, une question pour oui, une petite question. Est-ce que, au niveau de, comme vous êtes quand même directrice du Technopark, est-ce que vous avez une cellule d'écoute? Est-ce que vous avez un soutien psychologique pour vos partenaires de travail, vu que c'est vous le leader? Alors, on n'a pas spécifiquement une cellule d'écoute, mais nous dispensons des formations de manière permanente à notre communauté qui compte 2000 salariés et justement des formations sur le développement personnel, du coaching des fois. Et ça, c'est très important pour l'entrepreneur. On parle beaucoup de santé mentale au travail. Tout à fait. Énormément, et beaucoup de souffrance au Maroc. Oui. Et donc, des femmes comme vous vont pouvoir aider à avancer. Tout à fait. Et on le fait. Et je vous invite à visiter le Technopark parce que le Technopark, ce n'est pas juste une pépinière, c'est un environnement où cette communauté se plaît. Parce qu'il y a beaucoup de choses, on fait, à part donc accompagner les entrepreneurs, on se charge aussi de leurs salariés et on fait beaucoup d'actions culturelles, sportives qui les poussent en avant. Alors, on a une question pour vous de la part d'une jeune femme qui s'appelle Rita et qui vous demande quel conseil pourriez-vous donner à une jeune femme entrepreneur? D'oser. Il faut qu'elle ose. Et il faut qu'elle se fasse accompagner. Il y a plusieurs initiatives aujourd'hui qui existent pour l'accompagnement, le financement, le networking. Le networking est très important. Nous, les femmes, on n'ose pas parce que, oui, on a des engagements, il faut qu'on rentre à 18h. Or, tous les événements de networking se passent après 18h. C'est des occasions de se faire connaître, de valoriser ce qu'on vend. Et donc, voilà, c'est ça mes conseils. Il faut se faire accompagner, il faut adhérer au réseau aussi, c'est très important d'être solidaire. Des réseaux féminins ? Féminin ou autre, mais en tout cas, profiter de ce qui existe comme initiative, parce qu'aller seule, ce n'est pas évident. C'est vrai. Merci beaucoup d'avoir inspiré nos téléspectateurs, nos téléspectatrices, notre jeunesse. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Lamia Ben Makhlouf, directrice générale de Technopark. Alors, on va parler santé tout de suite. On y va, c'est avec vous, docteur Iman Kandili. Merci beaucoup, docteur, d'être là. Vous êtes psychiatre addictologue, vice-présidente du Centre africain de recherche en santé. On va voir avec vous les différentes solutions pour arrêter de fumer, pour l'accompagnement au sevrage tabagique. Mais avant, rappel des principaux risques liés au tabagisme. On regarde et on revient. Le tabac, c'est un problème de santé publique. C'est un produit qui est constitué de plusieurs substances chimiques, dont au moins 50 sont identifiées comme des substances cancérigènes. Il expose à un risque de mortalité très important. Il est responsable de 6 millions de décès par le monde chaque année. Il expose à plusieurs problèmes de santé,
notamment des problèmes de santé cardiovasculaire, rénaux, de neurologique, mais surtout à des problèmes de cancérologie de façon générale, et notamment le cancer du poumon. Il est responsable de 80% des cancers du poumon chez l'homme et de 70% des cancers du poumon chez la femme. Il expose à d'autres cancers. J'insiste sur le sevrage tabagique, notamment qu'il a été établi que le fait d'arrêter de fumer réduit considérablement le risque de développer de cancer. Je tire l'attention sur le tabagisme passif. Généralement, les gens ne se rendent pas compte. L'exposition régulière augmente le risque de développer du cancer, qui n'est pas d'autant plus important que chez les fumeurs actifs, mais qui est plus élevé que la population générale. Donc, au final, vaut mieux prévenir que guérir. J'insiste sur une alimentation saine, riche en fruits et légumes, une activité physique régulière et encore une fois, le sevrage tabagique. Donc le sevrage tabagique, arrêter de fumer. D'abord, je vous pose la question, docteur, est-ce qu'il faut absolument se faire accompagner pour arrêter de fumer ou on peut y arriver seul ? Alors là, on va parler de traits de personnalité, mais de toute façon, comme a dit la dame sur votre reportage, c'est très simple. Le tabac et le sucre, en 2025, d'après l'OMS, seront les deux tueurs, les two killers, dans la vie d'une personne, parce qu'aujourd'hui, il est avéré que le sucre est lié directement au cholestérol, donc on n'est plus dans les histoires de cholestérol, c'est vraiment le sucre à la base. Et le tabac, il est responsable de cancer, oui, parce qu'on a peur des cancers, et culturellement, ce sont des choses qui nous... Tout ce qui est maladie chronique et cancer, ce sont même des mots qu'on ne prononce pas dans nos sociétés. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi tout ce qui est maladie respiratoire. Donc, oui, les BPCO, les bronchopnéumopathies obstructives, c'est horrible. On peut vivre 20 ans avec une machine pour respirer. Et là aussi, le tabac est bien présent. Les asthmes graves. Nous avons les troubles cardiovasculaires avec les athéromes, avec tout ce qu'on a comme arrêt cardiaque des fois à un âge jeune, etc. Et puis des choses dont on ne parle pas beaucoup, mais aussi tout ce qui est troubles sexuels liés au tabac, etc. À un âge très jeune, chez les hommes particulièrement. Donc oui, le sevrage tabagique aujourd'hui est un des chevaux de bataille de la santé. Alors, est-ce que pour vous, avant bien sûr qu'une personne développe ce type de maladies qui sont liées au tabagisme, mais est-ce qu'un fumeur est une personne malade pour vous ? Alors, c'est une personne à risque. On a tendance à dire que c'est un risque cardiovasculaire. Le tabac fait partie des risques cardiovasculaires. On dit souvent qu'une personne addicte, notamment aux drogues, et puis le tabac est finalement considéré aussi comme une forme de drogue, on dit que c'est une personne malade. C'est une maladie du cerveau. En 1998, vous avez le journal des addictions qui a écrit « Addiction is a brain disease », donc oui, parce que c'est lié au système de récompense, ça procure du plaisir. La nicotine est un des produits addictogènes. C'est le produit addictogène le plus fort, juste après, la cocaïne vient juste après le tabac, la nicotine en question. Donc oui, il est très difficile, quand on a une appétence et des récepteurs nicotiniques bien développés, avec une génétique, un environnement particulier, etc., de s'arrêter de fumer quand on a démarré. Le meilleur est de ne pas commencer. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui est proposé pour arrêter de fumer ? Qu'est-ce qui est efficace ? Qu'est-ce qui marche ? Alors, ingrédient numéro 1. Le mieux est de ne pas commencer, je répète. Et nous n'avons pas beaucoup de campagnes de sensibilisation, particulièrement par rapport aux jeunes. Pas beaucoup d'interdictions, comme dans certains pays, pour l'achat de cigarettes. Après, vous avez beaucoup de choses. On était beaucoup dans la loi du tout ou rien. On était dans un système binaire. C'est-à-dire, quand vous démarrez un BPCO, un problème cardiovasculaire, etc., vous allez chez le médecin, il vous regarde dans les yeux, ou l'oncologue, pour un début de cancer ou juste un risque de néo, etc., il vous regarde et vous dit il faut arrêter de fumer. Ok, il faut arrêter de fumer. La personne vous regarde, c'est quand même mon amie depuis 30 ans, cette cigarette. Elle m'a accompagnée dans mes moments les plus heureux, mais aussi dans des moments difficiles. Et donc, il y a aussi une dépendance psychologique par rapport à ce produit. Qui est beaucoup plus importante que la dépendance physique, souvent. Exact. Donc, qui est bien présente et puis qui accompagne son café, ses moments d'amitié, tout ça. Donc, il est des fois très difficile pour une personne, surtout les personnes qui ne sont pas habilitées à accepter les ordres un petit peu autoritaires, madame, c'est bien ce que c'est, où il faut y aller avec plus de douceur, pouvoir proposer d'autres alternatives. On ne peut pas être dans une loi du tout ou rien. Parce qu'on ne peut pas se mettre à la place du patient et tout simplement faire une lobotomie et lui enlever son appétence pour le tabac. Donc, aujourd'hui, on parle de produits à risque réduit. C'est-à-dire, comme pour l'héroïne à une époque, dans les années 90, et le Maroc a été précurseur. Il faut savoir que très tôt, le Maroc a distribué au nord du Maroc aux héroïnomanes, pas que de la méthadone, mais des kits d'injection pour pouvoir réduire les risques d'hépatite C, les risques de VIH et tout ça à l'injection. Puis on a même appris aux gens comment s'injecter pour ce qu'on appelle la réduction des risques. Ça a démarré avec l'héroïne. Aujourd'hui, on parle de produits à risque réduit et de réduction des risques pour le tabac parce que c'est un véritable problème de santé publique. Alors, on a entendu parler de cigarettes électroniques. C'est ça. Alors, ça vaut quoi, ça ? Tout dépend. Tout dépend. Alors, en tant que médecin,
anti-tabac, la cigarette électronique, il y a aussi le tabac chauffé, d'accord, et puis on a tout ce qui est gomme, pastilles, patch, etc. Mais pour des gens avec une appétence et une dépendance psychologique, il y a quand même le geste et les rituels qui sont très présents et voilà, et qui nous possèdent. Parce que dans addiction, vous avez addictaire qui veut dire esclave du produit. Donc il faut quand même jouer avec ça. Et donc il est important de pouvoir répondre à la demande du patient et l'accompagner sans le perdre. C'est-à-dire pouvoir faire de la prévention et sans le perdre. Parce qu'on n'a pas la science infuse. Nous, même médecins, il y a plein de médecins qui fument. Hein. On est loin d'être des modèles. Donc, par rapport au tabac, la cigarette électronique, je vais vous dire, il y a des avantages et des inconvénients. C'est déjà mieux que la cigarette conventionnelle. Après, il y a plusieurs genres de cigarettes électroniques. Ma petite expérience avec la cigarette électronique, et les patients, à un moment, c'était même prescrit sur ordonnance. Ma petite expérience, c'est qu'avec une pile, la cigarette électronique ne s'arrête pas. Donc, vous n'arrêtez pas autant qu'elle est chargée, vous tirez sur votre cigarette électronique, surtout si on est dans ce mode pilote automatique. Madame, en développement personnel, en parlera mieux que moi. Et donc, la personne va fumer sans s'arrêter. Vous avez quand même, avec la cigarette conventionnelle, un début et une fin. C'est-à-dire, il y a 20 puffs et on éteint sa cigarette. Avec les produits à risque réduit, comme le tabac chauffé, vous avez aussi une cigarette, vous avez 20 puffs et vous arrêtez sans avoir les risques de combustion et avec des produits à risque réduit, c'est-à-dire entre 70 et 90% moins toxiques qu'une cigarette conventionnelle. Je pense qu'il ne faut jeter aucun produit du patch, d'accord, à certaines prises en charge comme l'hypnose, etc. C'est-à-dire tout dépend de la personnalité et de l'acceptance de l'aide. Mais est-ce qu'il y a un protocole particulier? Par exemple, quand vous recevez en consultation une personne qui vient vous voir pour arrêter de fumer, est-ce qu'il y a un protocole prédéfini à suivre en disant à la personne, écoutez, si vous suivez ça, dans 2 mois, vous avez arrêté de fumer, dans 3 mois, vous avez arrêté de fumer? Il y a plusieurs thèses. Nous, on a cette casquette, les psychiatres addictologues, de prescrire beaucoup d'antidépresseurs. Il y a le bupropion. Il y a je ne donne pas de noms commerciaux. C'est une molécule. C'est une molécule qui aide à fumer, qui a été, pour les personnes qui sont vraiment tabagiques, on va dire des heavy smokers, c'est vraiment les gens qui fument beaucoup, etc. Et il y a des personnes qui sont dans une consommation plus récréationnelle ou dans un abus de cigarettes, mais qui ne sont pas dans cette appétence et cette dépendance vraiment très importante. Ces personnes-là sont des fois, selon leur trait de personnalité, je répète, parce qu'il y a des personnes qui ne pourront jamais faire d'hypnose. Parce qu'ils sont dans le contrôle, parce qu'ils sont dans le leadership, je plaisante. Voilà, donc ça va être difficile de les hypnotiser, entre guillemets. Vous avez des personnes aussi qui vont chercher la solution de facilité. Donc il est plus difficile de travailler, par exemple, en pleine conscience, ou faire du mindfulness, ou un groupe en tabacologie, un groupe de parole, etc. Mais c'est vraiment du cas par cas, vraiment. Comme vous pouvez combiner certaines méthodes. Donc vous faites quoi, vous, pendant la consultation, première consultation? Alors nous, on est un groupe, parce qu'on est quand même une équipe de 40 personnes, c'est-à-dire on fait de l'hospitalisation, etc. Et le tabac, on lutte contre, que ce soit d'un point de vue hospitalisation en addictologie ou en psychiatrie, ou d'un point de vue ambulatoire. C'est-à-dire même pour des maladies beaucoup plus lourdes, où le tabac réduit les risques de vie, je veux dire. Donc, je pense qu'il faut plusieurs intervenants. Le psychiatre addictologue n'est pas le seul à porter le flambeau du tabac. Donc, il y a des groupes de parole, tout simplement, où les personnes qui ont du mal à parler, qui ont tendance à se lancer sur un produit, entre guillemets, aujourd'hui on parle du tabac, parce qu'ils sont un peu plus introvertis, parce qu'ils ont tendance à aller vers un produit ou aller vers une béquille au lieu de sortir les choses, où là c'est les psychologues qui gèrent ou des coachs, etc. Vous avez aussi le développement, tout ce qui est sport et activité physique qui est très important parce que ça permet de sublimer les angoisses. Et qui dit angoisse dit aussi consommation, recherche du cercle de plaisir, circuit de récompense, dopamine. Aujourd'hui, on parle de tabac, mais ça peut être l'alcool, ça peut être d'autres produits, et même le comportement. Beaucoup de femmes vont acheter, tout simplement. Les achats pathologiques, les jeux, la roulette, on est dans le même cercle. Mais alors, est-ce qu'une personne aujourd'hui qui nous regarde et qui a envie d'arrêter de fumer, est-ce que vous lui conseillez d'essayer d'abord seule, et si elle n'y arrive pas, d'aller voir un spécialiste, ou il vaut mieux aller voir un spécialiste directement? Parce que si on y arrive seul, tant mieux, mais si on échoue, on prend ça comme un échec et on devient encore plus fumeur. Alors, essayer seul, moi je salue les personnes qui essayent seules, elles vont toujours y arriver quand il y a de la motivation. Alors avec les addictions, la rechute est la règle. Elles vont y arriver, d'ailleurs vous avez plein de fumeurs, ils vont arrêter 2 mois, 3 mois. En fait, il y a les 7 semaines, il y a les 2 mois, et vous avez les 6 mois, et vous avez les 1 an et les 2 ans. C'est-à-dire il y a des périodes, et en fonction de l'environnement, la personne va rechuter. Comme il y a cette baisse de dopamine, quand même,
d'un point de vue biologique à l'arrêt du tabac, qui est une source de plaisir pour le cerveau, qui est vue comme telle et qui est intégrée comme partie intégrante, qui est intégrée comme une partie, on va dire, primitive, parce que ça devient comme la nourriture et le sommeil, hein, c'est vraiment essentiel. Je pense que se faire aider, quel que soit le maillon de la chaîne d'aide, hein, pour être totalement clair, moi je pense que tous les intervenants sont bons du moment qu'ils peuvent aider une personne à aller vers une meilleure santé. Merci beaucoup, docteur. Merci. Je pense qu'on a des questions pour vous. Oui, on en a, absolument. On va y aller pour... les fumeurs passifs. Marwan qui vous dit quels sont les risques auxquels sont exposés les fumeurs passifs? L'inhalation de fumée. Qui dit inhalation de fumée dit aussi exposition au goudron, 3,4 benzopyrène, etc. Donc il y a les risques d'allergie qui sont très importants, particulièrement pour les enfants, les asthmes, etc. Donc une maman fumeuse qui va aller prendre son bébé dans les bras, il faudra qu'elle fume à l'extérieur, qu'elle change de pull en rentrant, etc. Tout ça, on ne le fait malheureusement pas. On a une loi anti-tabac qui n'est pas appliquée. Vous allez dans un restaurant, dans un café, vous sortez avec les yeux qui brûlent. Donc il y a beaucoup de choses. J'accompagne beaucoup de fumeurs, je respecte beaucoup les fumeurs, mais eux-mêmes sont gênés par ça. Et puis il y a beaucoup de culpabilité qui s'installe par rapport à l'enfant. Il y a tout ce qui est coping. On dit à nos enfants de ne pas fumer, mais si on fume, c'est très difficile parce que nous restons quand même les premiers modèles. Tout à fait. Alors, une autre question, on revient en fait aux cigarettes électroniques à travers la question de Mehdi qui dit les cigarettes électroniques sans nicotine peuvent-elles nous aider à arrêter de fumer? Moi, ce que je reproche à je ne suis pas spécialiste, mais on a parlé aussi de l'addiction, de la part psychologique de l'addiction. Ces cigarettes électroniques gardent le mouvement, le geste de la cigarette, en fait. Alors, garde le geste de la cigarette, oui, mais sans nicotine, c'est particulier. Il faut vraiment comprendre que ce qui est addictogène, c'est la nicotine. Après, tout ce qui est combustion qui va avec, bon, il y a une part de psychologique dans le geste et les rituels, mais tout ce qui va avec, c'est ce qui nous donne justement toute cette part délétère organique qui sont les cancers, les maladies cardiovasculaires, etc. Et puis tous les risques, hein, parce que quelqu'un qui est fumeur et diabétique, il aura beaucoup plus de mal devant une blessure à cicatriser qu'un diabétique non-fumeur. Par exemple, je vous donne, comme un diabétique obèse et fumeur, il aura beaucoup plus de complications qu'un diabétique non-obèse, non-fumeur. Et puis on y va. Ce sont des risques pour la santé qui se cumulent et une fois cumulés, ils vont vous donner des personnes qui à 40 ans vont avoir le cœur de quelqu'un qui a 90 ans et puis des choses comme ça où on s'occupera mal de notre machine. Merci beaucoup, docteur Iman Kandili, psychiatre addictologue, vice-présidente du Centre africain de recherche en santé, d'avoir orienté nos téléspectateurs par rapport à ce sujet. Mesdames, je vous remercie d'avoir été là. Lamia Ben Mkhlouf, directrice générale du Technopark, et puis Jihad Labib, directrice de Coaching Lab Academy. Merci à vous pour votre confiance. Merci à nos téléspectateurs pour leur fidélité, à toute l'équipe d'avoir veillé à la bonne production de cette émission et à très très vite. Au revoir.